Serge Fauchier, bonjour. Alors Serge Fauchier, on t'a connu sur l'archipel contre-attaque, même que l'époque ça devait être l'œil du pharynx, c'est pour dire. Le peintre, l'artiste. Entre-temps, bon, t'étais déjà à l'époque professeur à l'école des beaux-arts de Perpignan, à la Hart. Et entre-temps, tu en es devenu, quand Jordi Vidal est parti pour devenir directeur de la culture, toi tu es devenu le directeur de cette école. Mais il y avait l'épée de la Damoclès qui pesait toujours au-dessus de cette école, c'est-à-dire que dans les épisodes précédents, en 2006, est-ce que c'était après le passage de Sarkozy, parce qu'un des étudiants lui avait dit retourne à Hollywood, John Wayne, que Marie Costa, donc tu avais Jean-Paul Alduy avait décidé de fermer cette école de beaux-arts, mais après une vaillante lutte, eh bien l'école avait continué sa vie. Mais récemment, on lui a dit bon ben c'est fini, vous coûtez trop cher. Enfin toujours les arguments comme ça, vous servez à rien, gna gna gna, tout ça. Alors là maintenant, tu as pris ta retraite le 1er avril, ça n'est pas une farce, mais c'était important de le souligner. Ce qui est intéressant à voir avec toi, c'est finalement un bilan. Une école d'art, ça sert à quoi, Serge Fauchier? Ça sert à vivre. Je dis pas à vivre au Oui, sens... tu parles pas de ton salaire. Non, je parle pas du salaire. Je dis ça sert à vivre. Puisque ce que représente une école d'art, c'est une manière d'être au monde. C'est une façon de penser les choses. Les choses, et pas seulement les choses artistiques. Ce qui s'était progressivement mis en place dans les écoles d'art depuis les années 60 tendait à cette forme-là, où les savoirs se partageaient, les savoirs étaient en constante évolution, remise en question des acquis se faisait quasi quotidiennement. Et c'est sur ces données-là que les enseignements ont pu évoluer, ont pu se développer encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui en reçoit dans ce genre d'école, et qu'est-ce qu'ils deviennent après ces gens? Parce que c'est ça qui est important. Parce que moi je dis, mon argument en 2006 pour défendre l'école, c'est dire de mettre ses enfants à l'école d'art, ça coûte moins cher que les mettre à Thuir dans un asile. Une journée de psychiatrie est toujours plus chère qu'une journée d'artiste. Et puis c'est quand même mieux pour les parents de dire mon fils est artiste que mon fils est fou. Oui, mais enfin, je crois que le métier d'artiste ou la vocation d'artiste ne relève pas de la psychiatrie. C'est déjà ça. Travailler dans une école d'art était une manière de se jouer autrement. Moi, je sais qu'en 40 ans d'enseignement, globalement d'enseignement dans une école d'art, j'ai appris autant des étudiants que je n'ai pu leur apporter quelque chose. Et justement, cet échange entre les étudiants et les enseignants était fondamental. C'est-à-dire que je crois que un des principaux acquis de ces dernières décennies dans les écoles d'art, c'était que le professeur n'était plus là en tant que détenteur d'un savoir, qui n'allait jamais être remis en cause, ni en question. Mais au contraire, le savoir était toujours en devenir, toujours en évolution, et il s'exerçait ce savoir et se vérifiait dans le cadre des échanges avec les étudiants. Les étudiants, à partir d'un certain moment, à partir de la deuxième année, de la troisième année, de la quatrième année, étaient susceptibles à leur tour d'avoir leur propre questionnement sur les champs artistiques, sur les productions et sur les choses du monde. Ils en faisaient part aux enseignants. Et de ce fait, cet échange entre étudiants et enseignants s'effectuait, était quasi quotidien.
Il n'y avait plus cette part d'étudiants d'un côté, cette part de prof de l'autre. Moi, j'ai toujours été opposé aux enseignements académiques. Je les ai subis que très peu de temps. La première année où j'étais étudiant dans une école d'art, mais très vite, j'ai quitté cette forme-là. C'est-à-dire que j'étais très mauvais élève. C'est-à-dire que je refusais de travailler avec des profs qui ne se mettaient pas en cause, qui n'avaient que des certitudes. Et le fait de refuser de travailler avec les gens qui n'ont que des certitudes était pour moi aussi l'apprentissage d'une modestie, c'est-à-dire de devoir, moi aussi, mettre en cause les questions que je voulais les plus personnelles, que j'aurais voulu les plus affirmer. Alors, c'est quoi le contenu des enseignements actuels en l'occurrence? Alors, tu me disais, cette école a été créée dans les années 60 en tant qu'école diplômante, mais avant c'était une fabrique de CAFAS. Alors, est-ce que Oui. alors c'est pas un insecte, il faut que tu expliques d'abord qu'est-ce que le CAFAS. Le CAFAS, c'était un diplôme qui sanctionnait les 3 ans d'études, les 3 premières années d'études. Beaucoup d'écoles, d'ailleurs, s'arrêtaient à la 3e année, et c'était des certificats d'aptitude à la formation artistique supérieure. Et généralement, dans les années, ce diplôme a disparu en 1968, si je me souviens bien. Ouais, étonnamment. Et étonnamment, moi, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais passé, puisque quand je suis entré dans une école d'art, il existait Donc déjà. toi tu n'as pas le CAFAS, on Non, peut j'ai le pas le dire. CAFAS. J'ai pas le CAFAS. Et comme ce diplôme était attribué sur un certain nombre d'exercices, un certain nombre de formes, beaucoup d'écoles, et pas simplement celle de Perpignan, se donnaient pour but de former des étudiants, de modeler des étudiants de telle manière, de modeler leur dossier, du moins, de telle façon à ce qu'ils obtiennent avec succès ce CAFAS. Donc c'était des études assez classiques, C'était des études académiques dirions-nous. oui, c'est-à-dire qui reposaient sur le dessin d'imitation, sur le plâtre, sur la nature morte, sur l'académie, etc. Toutes ces choses-là. Donc alors il y a eu dans l'école, on enseignait quand même le dessin pendant longtemps Mais le dessin a toujours été enseigné dans l'école. et maintenant toujours. Et bien sûr. Ah parce Et que bien sûr, mais il n'est pas enseigné sous sa forme, sous la forme convenue, Mhm, avec laquelle on entend l'enseignement du dessin. mhm. C'est-à-dire, moi j'ai pratiqué du dessin dans la forme convenue, mais pas tout à fait en même temps. C'est-à-dire que moi j'ai souvenir que lorsque j'étais à l'école des Beaux-Arts, je, je dessinais énormément, d'après modèle vivant, et j'allais où je voulais. Mhm. C'est-à-dire que je pouvais faire 2, 3 jours de dessin ou 4 jours de dessin dans la semaine, et je pouvais aller dans tous les ateliers. Les ateliers étaient ouverts généralement, ce qui fait que je dessinais énormément. Et ensuite, je pouvais arrêter de dessiner pendant un mois, reprendre le dessin, etc. etc. Aujourd'hui, dans les écoles d'art, le dessin est toujours enseigné. Il est enseigné dans une forme qui est soit héritière de celle que j'ai connue, moi. Mais le dessin également n'a plus peut-être grand-chose à voir avec cet aspect univoque qui était le sien encore jusque dans les années 70, 75. C'est-à-dire que le dessin peut s'envisager sous des formes entièrement différentes. Je ne sais pas, j'ai souvenir d'un ouvrage qui s'appelait L'histoire du surréalisme de René Passeron, dans lequel, sur un certain nombre de pages, cet auteur, qui était un éminent historien d'art, faisait le recensement de tous les procédés surréalistes pour atteindre quelque chose qui pouvait ressembler à l'exercice du dessin. Donc, sans forcément rester ancré sur ces détails-là, le dessin peut se penser de différentes manières. Alors Et il était enseigné de différentes manières dans le cadre de l'école d'art, sous une forme de dessin d'imitation, mais également du dessin dans une forme dans laquelle il se prenait en charge lui-même en tant que tracé, et dans des lieux divers. C'est-à-dire que le dessin, c'est pas forcément prendre une feuille de papier et un crayon et faire un tracé, mais on peut dessiner en traînant un bâton dans la terre,
et en gravant la terre. D'aucuns ont autrefois gravé les roches également. Alors, on avait aussi de la photographie, de la vidéo Oui. et de l'informatique, puisque c'est ce nouvel outil. Donc voilà, c'est ça le contenu, et donc qui s'est allé jusqu'à la 5e année, qui donnait accès au DNSAP. Oui, mais c'était les enseignements du dessin, de la photo, de la vidéo, ou même l'exercice dans le cadre informatique, donc, n'était pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'un étudiant devait progressivement entrevoir le champ dans lequel il voulait développer sa recherche. C'est-à-dire qu'il était amené progressivement à construire une démarche d'artiste. Et cette démarche d'artiste, pour mener cette démarche d'artiste, un certain nombre de possibilités, de modes lui étaient proposés. Donc faire de la photographie dans le cadre d'une école d'art, ce n'est pas de faire de la photo au sens photoclub du terme, mais c'était au contraire user de la photographie de façon à ce que ce procédé devienne signifiant dans le cadre de la recherche d'un étudiant, tout comme la vidéo, tout comme la couleur ou la peinture, etc. La peinture n'est pas une fin en soi, elle n'a d'intérêt que dans la mesure où elle s'inscrit, où elle porte quelque chose, où elle porte une démarche. C'est ça qui est essentiel. Alors, on a parlé du contenu des enseignements, qui sont simultanément des enseignements classiques, mais d'une autre manière. Alors, la question, quand une école a presque 200 ans de présence à Perpignan, pourquoi une ville veut la faire disparaître? J'ouvre une parenthèse, Oui. ce ne sont pas des enseignements classiques. Ouais. C'est-à-dire que la forme même des enseignements est générée par les travaux qui sont développés par chacun de l'école. C'est-à-dire que ce sont carrément des enseignements à la carte. Chacun fait sa propre carte de circulation dans une école d'art. Quant aux raisons pour lesquelles cette école ferme, il faut s'adresser à ce moment-là aux autorités de tutelle. Ce n'est pas à moi de répondre, puisque je n'en sais pas plus que ce qui est de l'autorité publique. Ouais. Ceci dit, ça fait 10 ans que nous sommes presque 10 ans, 8 ans, 9 ans que nous sommes en phase de fermeture. Depuis 2006, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, l'école a été réellement dans une phase de fermeture pendant 2 ans, entre 2006 et 2009 à peu près, puisque elle était maintenue jusqu'à épuisement du potentiel étudiant. Et ce n'est qu'en 2009 que quelque chose, 2010, je me souviens bien, que quelque chose a pu relancer, c'est-à-dire c'était le recrutement des étudiants en première année qui a été autorisé. À partir du moment où nous avons eu une première année, nous avons eu 2 années l'année suivante, 3 années, 4 années, 7 années, nous avions le cycle complet, c'est-à-dire des 5 années. Malheureusement, pour des raisons diverses et variées, le recrutement n'a pas été autorisé en première année en octobre 2014. Est-ce qu'il y a eu avertissement ou c'est arrivé de manière soudaine? On a dit finalement cette année pas de recrutement de première année. Donc disons que je pense que nous avons joué de malchance, parce qu'il se trouve que l'an dernier nous avons eu très peu de candidats au concours d'entrée de l'école. C'est paradoxal, alors que cette année, alors que quand la fermeture de l'école est annoncée, nous avons eu quand même, avant que je parte sur la semaine dernière, nous avons eu quand même une 50aine de demandes pour une inscription au concours d'entrée. Donc pour la première année. Pour une première année. Alors que l'an dernier, nous avions mis en place, pour assurer les présences au moment du concours d'entrée, nous avons mis en place le paiement d'un droit d'inscription au concours. Malgré cela, il n'y avait que trop peu de candidats, et devant ce petit nombre, les représentants de la municipalité ont décidé de supprimer cette première année. Est-ce que c'était pas un prétexte de leur part? Ils attendaient ça. De toute façon, la suppression d'une première année entraîne fatalement
par la suite, la fin de la suppression d'une deuxième année, ensuite Oui, la suppression d'une troisième année. c'est un démantèlement en fait. C'est-à-dire qu'une première année est la source vive d'une école. Moi, je ne crois absolument pas à une école d'art qui vivrait seulement avec un deuxième cycle, c'est-à-dire une quatrième et cinquième année. La question avait été posée en 2006, Oui, 2007, voilà. où déjà les représentants, les élus souhaitaient que l'école d'art se dirige vers exclusivement un deuxième cycle. Donc à l'époque c'était Marie Costa. C'était, je sais pas, peut-être bien, oui, c'est ça. Enfin, c'était surtout un désir des élus. Jean-Paul Albuy en l'occurrence. Oui. Et donc on s'est rendu compte très vite qu'un deuxième cycle n'était pas viable dans une école d'art, puisque c'était coupé des étudiants qui entament leur cursus dans une école, généralement l'achèvent dans l'école, ou même à 80%, 75%, 80% l'achèvent. Il est très rare de voir des étudiants d'autres écoles aller se présenter dans une quatrième année, une cinquième année. Il y en a quelques-uns, certes. Oui, par exemple, si tu termines à New York, Barcelone, ça peut le faire. Mais le nombre de recrutements que nous avons eu, nous, en quatrième année, depuis des années, depuis des décennies, n'a jamais été suffisamment important pour se contenter d'un deuxième cycle. Nous puissions nous contenter d'un deuxième cycle. Donc fatalement, la suppression d'une première année, c'est une façon dans les 4-5 ans qui suivent, de mettre un terme. Oui, on déclenche un processus de destruction de l'école. Oui. Il avait été évoqué la possibilité d'effectuer un recrutement à la rentrée prochaine, en première année à nouveau. Je pense que ce n'était que de belles paroles. Oui, parce que, alors, pour calmer le jeu. Le soutien de la DRAC à un moment était déficient et le ministère est tombé sur la DRAC qui finalement, à la Réunion, a essayé de faire acter cette chose. Je ne sais pas, la DRAC, je pense, n'a jamais eu un rôle très, très partisan dans cette histoire-là. C'est tout. Je ne pense pas que la DRAC nous ait beaucoup aidés. Il y a des raisons particulières, parce qu'a priori... Oui et non. Alors, grande 1, oui, grande 2, non. Oui et non. Je dirais que l'école de Perpignan avait quand même ses singularités. C'est-à-dire une forme d'enseignement qui était particulière, que j'ai explicité un petit peu précédemment, et également des choix d'enseignement, des contenus d'enseignement qui étaient également assez particuliers. Ces contenus d'enseignement ont été mis en place par les différents directeurs, et notamment par Jordi Vidal, durant les deux ans et demi où il est resté à l'école, et avec un groupe d'enseignants. Donc ces enseignements n'étaient, on ne peut pas dire qu'ils demeurent même encore très, très académiques, très conventionnels. Est-ce que ça donnait des résultats? Oui, ça donnait de très bons résultats. Voilà, puisque les étudiants qui présentaient leur diplôme, généralement étaient reçus. Les échecs au diplôme depuis une dizaine d'années sont extrêmement rares à l'école de Perpignan. Et les jurys que nous... Voilà, parce que les jurys venaient pas que de l'école des Beaux-Arts, parce que sinon... Non, c'était les jurys qui venaient d'ailleurs, et qui étaient des membres de ce jury n'étaient pas forcément des représentants de l'école d'art, c'était des représentants d'institutions artistiques, de directeurs de centres d'art ou autres. Et généralement, les travaux présentés par les étudiants étaient très bien considérés. Très bien considérés. Simplement, l'école de Perpignan faisait peut-être un peu désordre par rapport à d'autres écoles qui étaient beaucoup plus soucieuses de garder un certain conformisme. Alors, il y a aussi le fait que il y a des réductions de budget partout et que la culture, on explique souvent que c'est le moins important, le plus superficiel, et que c'est donc la culture qui le prend en premier. Et autant, par exemple, la mairie soutient le conservatoire, mais bon,
c'est un conservatoire qui est classique et donc par rapport aux gens, c'est plus facile de justifier qu'une école d'art, surtout si elle a des méthodes moins académiques. Je crois que le conservatoire vit avec le public amateur. Le public amateur est très nombreux. À l'école d'art, il y avait moins de public amateur, disons. Nous avions eu pendant nos années des cours du soir qui ont dû être abandonnés à cause du manque d'enseignants. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que depuis 2006, aucun enseignant parti à la retraite n'a été remplacé. Donc il y a eu un manque d'enseignement qui certaines fois a dû être compensé par des recrutements de contractuels sur des anciens étudiants de l'école qui étaient recrutés sur un petit nombre d'heures et qui permettaient de pallier un certain nombre d'absences. Donc les publics amateurs n'ont pas pu être accueillis depuis 5-6 ans, justement à cause de cet appauvrissement du corps enseignant. Et puis il y avait aussi les enfants. Le ninésadrome, ce qui fut le ninésadrome. Oui, mais le ninésadrome malheureusement n'a pas pu non plus se poursuivre pour des questions de locaux. Les locaux que nous pouvions mettre à la disposition des enfants n'étaient pas conformes aux règles de sécurité. Et en fait, la mairie ne voulait pas mettre aux normes. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons fait cette demande, nous avons eu bien sûr des groupes d'experts qui sont venus, qui ont analysé la situation, qui ont noté tout, et qui sont repartis. Malheureusement, nous n'avons vu aucune. Nous avons rien vu venir par la suite. Donc, nous avons été obligés de supprimer les cours des enfants pour ces raisons-là. Un des événements qui a précipité les choses, c'est que le bilan de l'ARS avait été jugé insuffisant. L'évaluation de l'école a été... Alors, qu'est-ce que c'est que l'ARS? On va commencer par là. L'ARS, c'est l'Agence d'estimation des ressources d'enseignement supérieur, si je me souviens bien. Et c'est une agence qui fait appel, qui porte un certain nombre d'experts qui doivent juger des programmes des écoles. Puisque maintenant, les écoles doivent fonctionner sur un projet particulier, elles doivent être portées par un projet particulier, et ce projet doit être à nouveau estimé tous les 5 ans. Donc en 2014, nous étions à la fin de la 4e année de Transdoc, donc transmission de documents, c'est-à-dire le projet qui avait porté l'école de Perpignan. Et nous avons été évalués par l'ARS sur un dossier que nous avons constitué. Ce rapport de l'ARS a fait paraître un certain nombre de manques qui étaient réels à l'école, c'est-à-dire un manque d'enseignants, un nombre insuffisant d'enseignants pour remplir le projet tel qu'il aurait dû être mené, et également un manque de ressources matérielles pas trop important, c'est-à-dire qu'il aurait fallu que l'école possède un certain nombre de matériel informatique qu'elle n'avait. Mais la mairie donnait jamais le budget pour permettre d'avoir le matériel informatique, des salles, etc. Et donc, c'est ceux qui vous crèvent les yeux, qui vous reprochent d'être aveugle dans ce cas-là. Il y a eu un achat de matériel informatique il y a une dizaine d'années. Malheureusement, ce matériel Ça vieillit vite. n'a jamais été remplacé. Actuellement, même les sommes qui sont encore allouées au fonctionnement de ce matériel-là sert davantage à la réparation qu'à l'achat De nouveau matériel, oui. de nouveau, quoi.
Donc ça c'est le problème. Et d'autre part, depuis 2006, donc aucun enseignant parti à la retraite n'a été remplacé, je l'ai déjà dit précédemment. Donc il y a une espèce de manque au niveau des enseignements auxquels moi j'ai essayé de pallier pendant le temps que j'étais à la direction en faisant intervenir sur le budget imparti aux intervenants de l'école en demandant à des personnes d'assurer régulièrement des cours. Par exemple, Nicolas Lebourg ou Dominique Sistac interviennent régulièrement dans l'école depuis 2 ans, mais sont payés sur le budget qui est imparti au workshop. Donc ce sont des manières, des façons pour avoir des enseignements nécessaires à l'école, à défaut d'avoir les profs qui seraient à temps complet dans l'école, qui seraient susceptibles de l'aimer. Alors, donc là, tu as failli démissionner aussi. Oui. À plusieurs reprises, tu as eu des moments de grande colère, je le sais, parce que on s'est vu. De toute façon, moi j'ai toujours été opposé à la fermeture de l'école. Personnellement, je n'en ai fait part qu'à certaines personnes, je n'avais pas à m'exprimer, parce que j'étais tenu par un devoir de réserve à ce moment-là. Dont tu n'es plus tenu, c'est pour ça que tu es. Donc j'étais opposé, je demeure opposé à la fermeture de l'école, dans la mesure où je pense que ça n'aurait pas dû se faire. Ça n'aurait pas dû se faire. Peut-être que l'école, à long terme, aurait reconnu ses manques. Je faisais allusion tout à l'heure au manque de matériel et au manque d'enseignants. Peut-être qu'au bout d'un moment, il aurait fallu lui laisser pavillon et dire voilà, attention, on arrête les frais, on est capable de continuer. Mais ceci dit, je pense que la fermeture d'une école est quelque chose d'extrêmement grave. J'entends des mots des bruits qui courent, qui disent que c'est pas 60 étudiants, 70 étudiants, 80 étudiants qui vont changer la vie à Perpignan. Je veux bien le croire, mais une fois qu'ils seront plus là, on verra bien si ça change quelque chose ou non. Oui, c'est ce que disait Hugo. Vous trouvez que la culture coûte cher et c'est l'ignorance. Voilà, c'est ça. Et à Perpignan, on est souvent tenté d'ailleurs d'essayer l'ignorance. Mais l'école, fermer une école, c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à accepter. De surcroît, bon, cette école, j'y suis depuis suffisamment longtemps pour être gêné par ça. C'est-à-dire que j'accepte mal que cette école que j'ai connue pendant 40 ans, qui a eu des fortunes diverses, c'est vrai, voit sa vie s'arrêter. Et puis, fermer une école, c'est quand même fermer un lieu où chacun accède à son libre arbitre, chacun accède à une capacité de porter un regard et un jugement sur les choses du monde, sur les choses artistiques. Et je trouve que c'est fort dommage de mettre un terme à ce genre de choses. Alors là, on prétend faire une 4e et une 5e année avec l'université. Mais l'université, c'est pas son métier de former des artistes. On fait de l'histoire de l'art, mais comment on peut former à l'université ? Ce que je peux en savoir, de toute façon, c'est ce que tout le monde connaît. De toute façon, je n'ai pas plus d'informations que ce que chacun peut avoir là-dessus. Le diplôme qui sera peut-être suivi à l'université sera un diplôme d'art, un diplôme universitaire. Ce ne sera en aucun cas un diplôme national supérieur d'expression plastique. Oui, le DNSAP. Le DNSEP, qui repose, lui, sur des enseignements artistiques et sur le développement par chaque étudiant d'une démarche à caractère personnel. Et cette démarche à caractère personnel, même si elle est marquée jalonnée par un certain nombre d'obligations, le cours des enseignements, cette démarche personnelle, elle est le point essentiel sur lequel s'appuient les jurys pour discerner ou non les diplômes. Donc, ça ne sera plus une école d'art, au sens où on en a encore une à Nîmes ou à Montpellier. Ah non, absolument pas.
non seulement. Voilà, non, parce qu'on nous dit, enfin Michel Pineil, puisque il fallait bien le nommer à un moment, l'adjoint à la culture, nous dit j'essaye de prolonger l'école d'art, mais ça sera plus une école d'art, ça sera des enseignements artistiques un peu différents peut-être de l'histoire de l'art qui est déjà enseignée, mais ça sera pas une école d'art. Non, ce ne sera pas une école d'art, ce sera un diplôme universitaire d'art. Je ne sais pas Est-ce que oui, parce qu'ils font pas des pratiques artistiques, c'est-à-dire il n'y a pas d'atelier, il y a. Je pense qu'il peut y avoir peut-être une demande de production dans les arts plastiques tels qu'ils sont développés dans les universités. Il y a une part qui est consentie pour les pratiques de chacun. Mais ces pratiques n'ont pas le rôle moteur qui est le leur dans les écoles d'art. Mais ceci dit, je ne juge pas, je n'en connais pas assez dessus, mais je ne juge pas ce futur diplôme. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus avant de terminer cette interview, qui serait important de dire et de ne pas oublier? Ouais, je sais, ça paraît comme ça. Important de dire, mais je crois que beaucoup de choses ont été dites Ouais. entre les mots, où il y a un certain nombre de formules que j'ai énoncées tout au long de notre entretien. Qu'est-ce que vont devenir, par exemple, pas les étudiants, parce qu'ils seront piqués à la fin de l'année, mais les professeurs? Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Tu ne sais pas en termes. Théoriquement, Ouais. dans l'école, il doit rester une douzaine d'enseignants. Mhm. Il y en a un certain nombre qui sont titulaires de leur poste. Donc, en principe, l'autorité de tutelle doit leur trouver. Mais des gens comme Mathieu Legrand, Camille Santacré ou Nicolas Debanne, qui sont ces anciens élèves qui sont devenus. Ce sont des anciens étudiants qui sont devenus enseignants à l'école et qui ne sont que contractuels. D'accord, donc ils sont employés par le PCC École d'Art. Une fois que le PCC disparaîtra, faute d'école, on les mettra dans le même sarcophage. Je pense qu'ils seront licenciés. Voilà. Je pense qu'ils seront licenciés. Sauf si, dans le cadre universitaire, il est ponctuellement fait appel à eux pour poursuivre, pour développer des enseignements. Mais ça, je ne sais pas. Alors, je n'en sais pas plus. L'idée, c'est donc les étudiants maintenant qui voudront en faire une école d'art seront obligés d'aller à Nîmes ou à Montpellier. Ils seront obligés d'aller à Nîmes, à Montpellier ou à Toulouse. Voilà. Enfin, au plus près, mais je vois déjà que par des étudiants qui présentent les diplômes, dans les diplômes de troisième année, sont en train de s'occuper de leur entrée dans une autre école. Les concours de recrutement se font actuellement, au mois d'avril, je pense. Au mois d'avril, donc ils vont faire le tour de France à ce moment-là pour essayer de trouver les écoles susceptibles de les accueillir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une école. Oui, voilà. Il y a eu une école et qu'elle est encore là pour un an. Voilà. Et qu'elle aurait fait 200 ans en 2017. Non, mais elle est encore là pour un an. Il y a des étudiants dans cette école. Donc on peut toujours se battre, ceci dit. Moi, je ne dis pas que cette école est en train de mourir. Oui. C'est une école qui vit encore. Et qui vit encore et qui vivra jusqu'à l'épuisement de tous les étudiants. Du cheptel étudiant, tout simplement. Donc c'est une école qui vit. Serge Fauchier, merci.